du sujet sur notre première table ronde consacrée au rôle du consommateur que nous évoquions tout à l'heure dans ce nouveau contexte. Et j'appelle Jean Gaubert à venir me rejoindre. Bonjour monsieur le médiateur national de l'énergie pour encore quelques semaines, une de vos dernières sorties. Bien, merci d'être en notre compagnie parmi nous, donc pour nous rappeler un peu quelles sont les positions en la matière du médiateur, de la médiation. Philippe Rive, que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, Philippe, venez donc me rejoindre, s'il vous plaît. Philippe Rive. Voilà, et il s'était mis de ce côté-ci. Donc on le disait, j'ai dit, je vous présenterai un peu plus longuement donc, l'entreprise locale de distribution de Dreux, autour de Dreux. Jean-Paul Combe-Morel, délégué régional d'Île-de-France, Centre Val-de-Loire. Voilà, venez me rejoindre. Donc, tout métier pour EDF. Et puis, voilà, 1, 2, 3, 4. Eh bien, je crois que vous êtes tous là. Merci à vous tous. Alors, nous allons tout de suite regarder un petit film qui avait été tourné par l'Institut national de la consommation. Ils font des petits films très, très bien faits, très, très didactiques, et bien, qui nous rappellent un peu les enjeux, en quelque sorte, et le schéma de la libéralisation et de la coexistence, et puis peut-être à terme la fin, avec entre tarifs dérégulés et tarifs réglementés. Allons-y à la technique, si vous voulez bien, pour qu'on voit ce petit film. L'ouverture du marché de l'énergie, franchement, c'est quelque chose que je n'ai pas compris jusqu'à maintenant. Je ne connais pas assez, disons, tous les fournisseurs qui peuvent être sur le marché. On est très souvent sollicité par la concurrence et on s'y perd un petit peu. Consomag aujourd'hui vous explique, 10 ans après, ce que l'ouverture du marché de l'électricité et du gaz a changé pour vous. Commençons tout d'abord par faire un point sur les différents acteurs. À la source se trouvent les producteurs d'énergie. Ce sont eux qui exploitent les gisements de gaz naturel et produisent l'électricité. Rappelons que différents moyens de production sont possibles pour l'électricité. Centrales nucléaires, barrages hydrauliques, photovoltaïques, éoliens ou encore les centrales à gaz. Viennent ensuite les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution en monopole. Sur 95% du territoire, c'est Enedis pour le réseau de distribution d'électricité et GRDF pour le réseau de distribution de gaz naturel. Ils entretiennent et développent les réseaux, acheminent l'énergie et relèvent les compteurs pour l'ensemble des fournisseurs. Le fournisseur, quant à lui, assure l'achat et la vente d'énergie jusqu'au consommateur final. C'est lui votre interlocuteur principal. On compte aujourd'hui plus d'une vingtaine de fournisseurs d'énergie qui proposent des offres aux particuliers. Le changement fondamental de cette ouverture du marché de l'énergie est que le consommateur, aujourd'hui, a le choix. Il peut changer d'offre et de fournisseur comme il le souhaite. C'est facile, gratuit, sans engagement, sans risque de coupure d'énergie et sans changement de compteur. C'est important de le rappeler car la moitié des consommateurs ne le savent pas encore. L'existence de plusieurs fournisseurs d'électricité et de gaz naturel et de leurs différentes offres veut donc dire que vous devez les comparer si vous envisagez de changer. Concrètement, il est possible de réduire significativement le montant de votre facture d'énergie. Vous pouvez économiser jusqu'à 10% par rapport aux tarifs réglementés de vente fixés par les pouvoirs publics. Voilà donc pour ce petit film de présentation. Alors je me tourne vers mon voisin de droite, Jean Gaubert, qui me disait malicieusement qu'il ne reconnaissait pas la voix, en quelque sorte, de sa directrice. Mais ça, c'est par le miracle de la technique et puis peut-être le fait qu'on soit ici en Eure-et-Loire, je ne sais pas. Alors, vous aviez fait, il y a quelques semaines, enfin je crois à l'automne, c'est ça, ou il y a quelques semaines, vous aviez fait un colloque que vous aviez sur la libéralisation du marché et vous l'aviez intitulé « Quel bénéfice ?» Point d'interrogation. Est-ce que la médiation voit, on va beaucoup parler de protection, on va peut-être parler de la question de la précarité, bien évidemment, qui est un sujet cher à votre cœur. Est-ce que la médiation, pourtant, voit des bénéfices dans cette libéralisation? Vous avez vu, elle a annoncé 10-15% éventuellement de rabais sur la facture. Qu'en pense le médiateur? Y a-t-il des bénéfices concrets, tangibles pour le consommateur avec la libéralisation des marchés et la fin programmée des tarifs réglementés de l'électricité? De gaz. Oui, on commence par le gaz, mais enfin la question est posée pour l'électricité. Pour le moment, la question n'est pas posée pour l'électricité, à tel point d'ailleurs que le Conseil d'État a été très précis sur cette question. L'an passé, oui. Je pense qu'il ne faut pas anticiper sur ce sujet. Je pense que la vraie question, c'est que c'est très difficile. Alors effectivement, quand on dit on peut gagner 10 ou 15%, et je trouve même qu'elle a fait une erreur, pourtant qu'elle ne fait pas d'habitude, ma directrice, c'est quand même rappeler qu'on gagne 10 à 15% sur un tiers de la facture. Qui est la consommation. En gaz un peu plus, puisque la gaz, on gagne sur 45% de la facture. Mais en électricité, c'est sur un tiers de la facture. Donc ça se réduit. Faites le calcul, quand vous gagnez 15, vous gagnez 5. Il faut le dire, je pense qu'il faut être honnête sur ce sujet, parce que
Et c'est une. Alors bien sûr, les opérateurs disent bah ouais, mais c'est que sur un tiers de la facture, nous on peut pas faire mieux. C'est vrai. Mais la réalité, c'est qu'on a 2 autres tiers qui, je veux dire, ne peuvent pas bouger en électricité. C'est d'abord tout l'acheminement, et il faut bien le payer. Hein, et j'y reviendrai plus tard, peut-être dans la conclusion, sur les raisons qui font qu'on va devoir réinvestir, y compris parce qu'on avait fait un réseau en arborescence et qu'aujourd'hui, c'est au bout des branches qu'on remet de l'énergie. Il faut renforcer les réseaux. On peut continuer comme ça. Pour le gaz, c'est un peu la même situation. Quand on fera du gaz un peu partout sur le territoire, il faut le faire. Mais il ne faut pas dire aux gens que ça va se faire sans coût, par définition. Premier élément. Deuxième élément, il faut aussi les moderniser. On l'a évoqué. Et même si on n'avait pas libéralisé, j'ose imaginer qu'on aurait quand même modernisé les réseaux. Donc, à un moment ou à un autre, là-dessus, c'est un coût qui est venu s'ajouter dans les années précédentes, qui va continuer de venir s'ajouter et qui n'a rien à voir avec la libéralisation. Je crois que c'est important. Deuxième élément, c'est qu'on a les taxes. Il faut quand même savoir que l'électricité est, après le pétrole, un des produits les plus taxés en France. Un tiers de taxes, que ce soit les taxes municipales qui reviennent parfois aux AODE, mais pas assez souvent à mon sens, parce que les autres disparaissent et elles sont utilisées pour beaucoup d'autres choses que des questions qui touchent à l'énergie, sans doute utilement. Mais en même temps, il faut quand même reconnaître que c'est une taxe qu'on met sur l'électricité, et donc qui vient là, puis la fameuse CSPE, puis la TVA comme tout le monde. Voilà. J'étais l'autre jour à ce colloque, là, on a évoqué ça, on avait comparé les télécoms, l'énergie, et puis ce qui va venir à la SNCF, et puis on aurait voulu aussi avoir la Poste, mais ils n'ont pas voulu venir, ils ne voulaient pas s'exprimer. Voilà. Donc, et le monsieur qui représentait les opérateurs de télécom disait, vous vous rendez compte, nous payons 1 milliard de taxes par an au budget différent des collectivités, tout ça. Et moi, j'ai fait un rapide calcul, je dis rien que par les taxes municipales aujourd'hui, plus la CSPE, nous payons entre 10 et 12 milliards par an sur l'électricité. Voilà, il faut le dire. Donc voilà, tout ça, c'est important de le savoir pour après essayer de dire est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on a perdu. Est-ce que pour autant vous voyez des avantages par les nouveaux services qui sont apportés aujourd'hui par les opérateurs qui mettent ceci en avant? Et on sait que par la puissance de la révolution numérique qu'évoquait le sénateur Pinta, de plus en plus de possibilités pourront arriver directement chez le consommateur. On le voit déjà un peu avec Linky. Est-ce que vous voyez un avantage par les services? Je vais finir de répondre à la question que vous aviez posée d'abord. Est-ce qu'il y a un avantage ou pas d'avantage? Alors, quand je dis je suis breton, mais c'est presque une réponse de Normand, d'une certaine façon, parce que c'est pas si simple que ça à dire, parce qu'en réalité, en même temps, il y a incontestablement un dynamisme qui est venu parfois, une agressivité, on en parlera sans doute un moment, et ça pose question, un dynamisme qui est venu, qui n'aurait pas existé, qui sans doute est capable de vous apporter de nouvelles réponses, et des réponses plus ciblées. On y revient. Ça, c'est incontestable. Mais en même temps, il y a une complexification qui est venue aussi, qui a nécessité d'ailleurs des investissements qu'on n'aurait sans doute pas eu à faire si on n'avait pas, si on n'était pas rentré dans cette ère de la libéralisation. Je vais vous dire, par exemple, Enedis, auparavant, était complètement lié à EDF. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Il a fallu couper, la relation entre les deux. Il a fallu créer de nouveaux services d'information informatique de toutes pièces. Oui, un nouveau marketing, de nouvelles structures. Tout ça. Mais les opérateurs de la même façon. Et les opérateurs parlent d'ailleurs du coût d'acquisition d'un client. C'est une expression que j'entends bien. C'est du coût d'acquisition. Donc tout ça, ça va se retrouver dans le prix de l'énergie d'une certaine façon. Voilà. Je crois que donc en même temps, la concurrence a fait que pour se placer, eh bien, certains arrivent parce qu'ils sont plus agiles, parce qu'ils sont plus petits. D'une certaine façon, ils arrivent à certains moments à faire des propositions plus intéressantes. La vraie question, c'est pendant combien de temps? Parce qu'en fait, on y reviendra plus tard, c'est que l'électricité est très différente du gaz. Le gaz, vous pouvez le stocker. Ouais. L'électricité, c'est au jour le jour. Et c'est le principe du marché. Et c'est en gros... qu'est-ce qu'on peut comparer à l'électricité? C'est pas le marché du gaz, c'est le marché financier. Et on va en parler justement avec M. Combe-Morel sur cette problématique évidemment de l'électricité et puis le rachat par vos concurrents du nucléaire. Je vous passerai la parole dans quelques instants, mais d'abord, juste avant, Philippe Rive, une entreprise locale de distribution comme la vôtre et aujourd'hui de fourniture, puis de production d'ores et déjà ou peut-être demain, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui,
vous n'êtes pas, paradoxalement, vous êtes donc une entreprise un peu à part. Vous êtes un peu comme le village breton, mais disons le village à Dreux. Hein. Il y a d'autres villes, à peu près c'est 5% du marché national, hein, que vous ne sonnez pas par les acteurs historiques. Hein, la ville de Strasbourg aussi, par exemple. Alors, quelle est la demande? Vous avez à peu près 50 000 consommateurs qui vous connaissent très très bien autour du bassin de Dreux. Est-ce qu'ils sont désireux Est-ce que vous avez quelques chiffres sur le pourcentage de tarifs dérégulés? Est-ce que les opérateurs viennent prospecter chez vous alors que vous avez une relation forte, hein, étant entreprise locale de distribution avec votre clientèle? Voilà. Quelle est un peu la photographie de cette problématique de la dérégulation des tarifs dans une entreprise locale comme la vôtre? Donc, effectivement, donc GEDIA, c'est une entreprise historique, oui. qui existe même avant EDF et qui est toujours présente. Donc, on est là dans la durée, dans la proximité, avec des valeurs fortes, des valeurs d'éco-responsabilité, de solidarité et de citoyenneté. Oui. Donc ce sont des valeurs qui sont aussi reconnues par nos clients et consommateurs qui attendent aussi du sens par rapport à tout ça. Aujourd'hui, pour répondre très directement à votre question, nous avons en électricité 13 fournisseurs alternatifs actifs sur notre concession, notre territoire, et en gaz 11 fournisseurs. Également Quelles actifs. sont leurs parts de marché? Donc leur part de marché, selon les types de clientèle, bien évidemment, elle varie. Aujourd'hui, sur le haut de portefeuille, c'est-à-dire les gros clients, ces gens-là ont pris en volume de l'ordre de 40% du marché. Alors ces acteurs, il faut bien voir aussi, ils ne s'intéressent qu'à ce qui est rentable et aux gros clients, et aux clients qui rapportent le plus. Nous faisons face aussi, pour dire les choses très ouvertement, de la part de certains d'entre eux, de démarchage totalement abusif, y compris de très gros italiens, hein, le chien qui a besoin de 6 pattes pour marcher. Ah oui, qui commence par un E. Vous avez des démarcheurs qui viennent, et là, chez des particuliers, qui viennent dans les beaux quartiers, les grosses maisons, qui sous prétexte de contrôler les compteurs, vous font ouvrir les compteurs, rentrent chez le particulier, font la relève, font un beau discours, demandent le RIB et font signer le client, et le client, sans avoir rien compris, est passé chez quelqu'un d'autre. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est la réalité. Et ce que l'on constate, nous, puisqu'on a une agence clientèle physique... Oui, que vous avez maintenue, vous. Hein. Qu'on a maintenue, qui reçoit plus de 2000 clients par mois, c'est énorme. Les clients, aujourd'hui, sont dans une totale perte de confiance et sont perdus totalement face à cette complexité. Est-ce que vous proposez des tarifs déréglementés? Nous, on propose effectivement des tarifs déréglementés. Et vous essayez d'avoir une offre peut-être plus douce que les alternatives? On essaye d'avoir une offre responsable, cohérente, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des alternatifs qui, depuis 10 ans, font des pertes chaque année, on ne peut pas dire qu'on soit dans un modèle économique véritablement vrai. On est dans la pure finance avec un objectif de revente et de faire une énorme plus-value à la sortie. Ce n'est pas au bénéfice du consommateur. Il faut bien être clair. Donc nous, c'est vrai que la priorité, c'est le consommateur. Et je rejoins totalement ce qui a été dit tout à l'heure par M. Xavier Pintat, Mme la préfète et Xavier Nicolas. On doit aussi innover. Et aujourd'hui, une entreprise comme GEDIA, nous avons sur Dreux et sa région de gros projets pour protéger les consommateurs et aller vers des nouveautés. On parlait de biogaz. On soutient actuellement 3 projets d'énergie renouvelable dans le biogaz. C'est compliqué. Et là, je demande aux élus dans la salle aussi de nous soutenir parce que c'est vrai qu'il y a des réticences. Il faut expliquer. On a un devoir de pédagogie qui est très fort. Et on a un énorme projet, enfin un très beau projet de photovoltaïque où on produirait et où on achèterait directement pour revendre aux clients en achat PPA, comme on dit, c'est-à-dire un achat direct producteur-consommateur qu'on est en train de mettre en place sur Dreux, qui serait une première en France. On va en parler tout à l'heure, hein, justement. Mais tout ça pour protéger le consommateur sur la financiarisation du marché. Bien sûr, on va en parler tout à l'heure, évidemment, quelle offre alternative proposée qui effectivement soit fléchée, vertueuse, locale, verte, etc. et rassurante. On va essayer d'en parler au cours de la table ronde. Alors, Monsieur Comborel, je me tourne vers vous. Alors, on a l'impression que chez EDF, évidemment, hein, vous avez longtemps maintenu le principe du tarif bleu, hein, évidemment. Et puis, on a la problématique aujourd'hui d'un prix qui fait du yo-yo, hein, bien évidemment. Vous êtes un prix de gros qui fait du yo-yo. Vous êtes complètement aujourd'hui avec des offres aussi
libéralisé, hein, bien évidemment. Vous avez vos consommateurs qui voudraient, qui vous font pression pour acheter plus de volume par le nucléaire, mais à des prix assez bas pour pouvoir le répercuter sur le consommateur. Bref, pas facile de s'y retrouver quand on s'appelle EDF, ici en région Val-de-Loire et ailleurs, pour à la fois s'inscrire dans le nouveau contexte et puis rester un peu dans les clous de ce que fut longtemps l'opérateur historique, et rassurant peut-être. J'espère que nous le sommes toujours. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas facile de s'y retrouver. Alors EDF, on s'y retrouve, mais c'est vrai que pour nos clients, d'abord, pour les consommateurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, industriels, particuliers, collectivités locales, c'est vrai que ça devient compliqué. C'est devenu compliqué et c'est probablement d'ailleurs un des risques à la pérennité finalement d'un système de concurrence bien pensé. La concurrence, EDF n'a pas de problème avec ça. Je pense que simplement, c'est évidemment difficile de passer d'une situation de monopole à une situation de mise en concurrence totale, puisque c'est le cas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, sur l'électricité, la mise en concurrence qui date de 20 ans quand même sur les plus gros clients et de un peu plus d'une dizaine d'années sur l'ensemble des particuliers. Donc on vit avec depuis longtemps. Donc on n'a pas l'état d'âme là-dessus. On fournit des offres dites de marché, autant que nous sommes toujours des défenseurs du tarif régulé, comme le rappelait le président Pinta tout à l'heure. Je pense que il y a beaucoup de choses qui tiennent derrière, c'est l'existence de ce tarif dit bleu, le tarif régulé, et notamment des choses autour de l'égalité de traitement et de la péréquation tarifaire. Je pense que ça, c'est qu'un point qu'il ne faut cesser de rappeler, en particulier auprès des collectivités locales et des syndicats départementaux d'énergie, dont le SDE 28, que je remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Je pense que ça, ce sont des points assez fondamentaux, et modifier ces équilibres-là, on ne sait pas encore trop où nous irons. Donc je pense que ça, ce n'est pas que le problème d'EDF d'ailleurs, mais EDF en est, avec les syndicats départementaux, avec la FNCCR, probablement encore un des derniers défenseurs. Et je tiens à le dire ce matin parce que c'est quelque chose qui engage l'avenir sur les solidarités, la solidarité nationale, la solidarité territoriale, et on doit y faire extrêmement attention. C'est quelque chose de très fragile, en particulier, et principalement, là on parle d'électricité, hein, je pense que c'est le domaine le plus sensible, le plus fragile. Pour autant, la concurrence, je rejoins ce que disait monsieur le médiateur à l'instant, c'est un facteur d'innovation. Si c'est bien maîtrisé, on voit bien que ça pousse, et ça a poussé nos services commerciaux, notre R&D à développer des offres auxquelles on n'aurait probablement pas pensé il y a quelques années, ou que l'on formule plus vite que si nous n'étions pas en concurrence. Ça, c'est clair. Je pense qu'il faut essayer de tirer le meilleur parti de ce volet-là, c'est-à-dire ce en quoi nous sommes poussés en matière d'innovation, en particulier numérique, mais pas seulement, de nature des offres à la clientèle. Mais la péréquation, une certaine stabilité des prix que vous avez pu défendre, etc., c'est grâce à l'amortissement par le nucléaire, en quelque sorte. Alors, oui. Hein, que tout ceci est possible. Je pense qu'il y a un terme qui n'a peut-être pas été assez prononcé. Alors, je suis assez, d'ailleurs, forcément d'accord avec ce que disait Madame le préfète. Il faut être très positif. Je pense qu'on a des tas de raisons d'être optimiste quant à la suite des événements. En particulier en France, nous avons des arguments très solides en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Et le meilleur atout, c'est notamment l'électricité produite en France, qui est aujourd'hui est décarbonée à 95%. C'est unique en Europe. Ça nous fait une électricité décarbonée et pas chère. Il y a beaucoup de pays qui envient notre situation. Donc je pense qu'il s'agit, tout en intégrant de plus en plus d'énergie renouvelable électrique, de conserver cet avantage compétitif, à la fois en carbone, impact sur le réchauffement climatique. Il faut absolument rester neutre au niveau le plus bas possible en impact carbone, et à des prix abordables pour le consommateur. Alors tout ça est permis effectivement par ce qu'on appelle la rente nucléaire. Oui. La rente nucléaire, qui est un terme désastreux, puisque le nucléaire, pour bien fonctionner, a besoin d'investissements permanents, en hommes et en machines, en financement donc. Donc ça, c'est un point essentiel pour les années qui viennent, parce que c'est une des conditions de la pérennité du mix électrique français. Et puis les fournisseurs alternatifs aimeraient bien avoir un accès encore plus grand à cette rente. Quand je vous ai eu au téléphone, vous m'avez dit, moi je voudrais quand même insister en préambule, c'est que le consommateur, la précaution, le cadre qu'on peut lui apporter, etc., on le fera d'autant plus qu'on sera dans un fort ancrage territorial en amont. Oui, absolument. Alors c'est déjà vrai. Alors pour EDF, il n'y a pas de problème. Hein. EDF est une entreprise qui est présente sur tout le territoire, historiquement. Alors il y a les réseaux, bien entendu, mais par ces outils de production qui sont aujourd'hui maison mère, on va dire, que ce soit nucléaire, hydraulique, si on part de cela,
énergie renouvelable, et le département d'Eure-et-Loir est une belle illustration, puisque c'est quand même une des terres d'élection de l'énergie éolienne en France. C'était un des départements qui s'est le plus rapidement équipé, sans que ça pose trop de problèmes d'acceptation, en tout cas au départ. Ça en pose aujourd'hui un peu comme partout, mais je pense que ça, c'est aussi une réalité. Et donc, cette volonté d'ancrage territorial, elle se traduit par une réalité, c'est que l'énergie, c'est aussi de l'activité économique, c'est de l'emploi, qu'on se doit de fixer de plus en plus sur les territoires où nous sommes présents. Je pense toujours, nous sommes dans une région, vous parliez en me présentant tout à l'heure d'Île-de-France, non, moi je suis bien centre-Val de Loire. Hein. Ah, j'ai dit région Île-de-France, centre, j'ai dit Île-de-France. Voilà, région centre, basée à Orléans. Région centre, et la région centre, notre activité génère à peu près 20 000 emplois, tout compris. 20 000 emplois, bon, c'est bien entendu les centrales nucléaires qui sont importantes, on a 4 dans la région, c'est presque 20% de la production, des besoins en consommation électrique français. Tout ça, ça génère de l'activité économique, ça nécessite des compétences, ça fixe de l'emploi et ça suppose une vision long terme. Je pense que nous le disions encore avec les élus d'Eure-et-Loir qui participaient à nos côtés à l'inauguration de notre dernier parc éolien dans la communauté de communes du président Baudron, au cœur de Beauce. En juillet dernier, notre engagement, c'est bien sûr de concevoir des parcs éoliens, de les construire ici et de les exploiter ici dans la durée. Et si possible, en fixant quelques emplois de maintenance. C'est moins générateur d'emplois que les activités hydrauliques ou nucléaires, mais on a inauguré un centre de maintenance à Fresnay-l'Évêque, pas très loin d'ici. C'est 10 ou 15 personnes, mais c'est 10 ou 15 personnes du pays qui travaillent au pays et dans la durée. EDF ne vendra pas ses parcs éoliens aux plus offrants à peine démarrés, voire même dans les cartons. Ouais. Alors, Xavier Nicolas, votre syndicat était en faveur d'un maintien de tarifs sociaux pour en quelque sorte contrebalancer cette possible libéralisation. On a eu le chèque énergie, on va en parler avec monsieur le médiateur. Vous pensez qu'il fallait garder des tarifs sociaux ? Je ne serai pas aussi radical dans mon affirmation. Il faut un accompagnement des publics les plus fragiles. La précarité énergétique est une réalité. Et il faut accompagner donc les familles qui connaissent ces difficultés. Parce qu'on a un pourcentage non négligeable de la population, hein, c'est un foyer sur 7 qui aujourd'hui souffre de froid, d'humidité l'hiver, qui ne peut pas se chauffer comme il le souhaite. Et puis, un grand nombre de familles qui ont du mal à payer leurs factures d'énergie, d'électricité et d'autres. C'est pour ça qu'il y a le chèque, on va en reparler. Alors, il existait effectivement le tarif de première nécessité, le TPN pour l'électricité, le TSS pour le gaz, qui permettait d'appliquer systématiquement en fonction du revenu fiscal moyen, d'appliquer directement un tarif. Bon, mais ça ne permettait pas, par exemple, de payer le fuel, de payer d'autres modes d'énergie. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu la mise en place du chèque. Le chèque, il est récent, il est en voie d'amélioration, il a aussi ses vertus. Pour nous, ce qui est important, c'est effectivement qu'il y ait une bonne prise en compte. Et je rappelle que Énergie Eure-et-Loir, d'ailleurs, subventionne au niveau départemental le FSL. Nous contribuons au Fonds social logement, volet énergie, pour accompagner les publics les plus fragiles. C'est quelque chose de très important. Alors justement, Jean Gobert, est-ce que dans ce contexte donc, de libéralisation, d'offres parfois agressives, vous me disiez que vous vouliez dire un petit mot sur l'amende qu'a reçue Engie, qui était très importante, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, je crois. Dans ce contexte, c'est important d'avoir des filets de sécurité, alors tarifs sociaux, chèque énergie, bien évidemment, c'est quelque chose pour lequel vous avez milité et qui remplit son rôle, vous pensez, dans ce nouveau contexte. Si vous permettez, je vais quand même dire 2 ou 3 mots sur autre chose avant. Allez-y. Parce que je crois que c'est important pour qu'on comprenne ce qui se passe autour de nous. La première question, c'est la notion de compétitivité. Je pense que moi, je suis quelqu'un assez particulier parce que j'ai toujours évolué dans le monde libéral. Mon salaire a toujours dépendu de mon travail. Et encore, parfois, je trouvais qu'il n'était pas rémunéré assez. J'étais dans un métier où, malheureusement, il y a eu des crises très importantes. Et j'ai toujours pu constater que les crises m'ont aidé à maîtriser mes prix de revient, voire à les baisser. Et je crois que c'est important. Il faut toujours se rappeler ça. C'est malheureusement à ce moment-là qu'on se pose des questions qu'on ne se poserait pas autrement. Voilà. Et très clairement, pour moi qui ne suis pas un libéral fondamental, il faut avoir l'honnêteté de rappeler que ça nous pousse les uns les autres. J'ai eu la chance d'être administrateur d'EDF à une époque où
Ça n'était pas le cas en particulier, puisque dès qu'on voulait faire un plan d'économie, on demandait aux sous-traitants de les faire. C'était comme ça à l'époque à EDF. Et malheureusement, je crois que ça n'a pas habitué cette entreprise à se reposer les questions en disant est-ce que le staff que j'ai est encore adapté au travail que je vais devoir faire demain. Et je crois que c'est obligatoire pour tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas des gens à certains niveaux dont la productivité n'est plus en rapport avec ce qu'on leur demande, y compris qui n'ont plus l'agilité? Parce que quelque part, on est tous formés au même moule, et quand on est tous formés au même moule, on est parfois incapable d'innover, puisqu'on ne peut pas faire autre chose que ce qu'on a fait tout le temps. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est le problème des grosses entreprises. Première observation que je voulais faire. La deuxième observation que je voulais faire, c'est quand même sur, et peut-être que ce ne sera pas dit, donc je vais le dire tout de suite. On a devant nous encore un certain nombre d'incertitudes lourdes qui pèseront immanquablement sur les prix d'énergie, quelles que soient les conditions dans lesquelles on le fait. J'ai regardé deux sujets qui aujourd'hui préoccupent EDF. Le premier, l'un qui le préoccupe, l'autre qui devrait le préoccuper. Je pense que ça le préoccupe aussi, même s'ils disent qu'ils ne sont pas préoccupés par ça. Il écoute, le premier, c'est la mise en concurrence des barrages. L'Europe veut qu'on mette en concurrence des barrages. Ce qui risque d'arriver, c'est que les barrages les plus rentables seront pris par le privé, qui feront de la marge dessus et qui ne baisseront pas forcément les prix, parce que le prix n'est pas lié au prix de revient quand on est dans le marché. Il est lié à l'offre et de la demande, très clairement. Il faut toujours se rappeler ça. Et donc, EDF risque de garder ceux qui sont moins rentables. C'est-à-dire de faire la voiture balai. Ça n'est pas acceptable, je le dis très clairement, en tant que citoyen, en tant que médiateur. Deuxième élément qui plaide aussi sur l'augmentation du prix d'énergie. Certes, on a parlé de la rente nucléaire, vous l'avez un petit peu ouvert, monsieur, tout à l'heure. La réalité, c'est que le nucléaire de demain sera beaucoup plus cher que celui d'aujourd'hui. Beaucoup plus cher. D'abord, on finira quand le feuilleton de Flamanville, qui est arrivé à 12,4 milliards. Mais rassurez-vous, vous savez, c'est comme dans les jeux d'argent au casino, on n'est jamais arrivé au-dessus. On peut encore arriver, on peut faire mieux encore. Puisqu'on est parti à 3, on est à 12,4 et personne ne s'étonne. Alors j'ai vu quand même le président d'EDF dernièrement qui disait être content qu'on avait demandé un audit à quelqu'un qui est d'ailleurs du corps des mines, qui ne dira rien de mal sur le corps des mines, parce que de ce côté-là, c'est pas compliqué. On aurait dû quand même demander un audit à quelqu'un d'autre, il faut le rappeler. Mais à un moment, quand même, il faudra qu'on arrête de nous faire croire que ça va nous rapporter beaucoup. Quand on est à 12,4 milliards, qu'on a vendu aux Anglais à plus de 100 € le kilowattheure, et qu'on nous dit que chez nous, on va être capable de le produire à 70, franchement, on prend les Anglais, pardonnez-moi l'expression brutale, on prend les Anglais pour des cons. Ils ont peut-être quelques raisons de penser à ça, mais je crois que c'est important de le rappeler. Et le grand carénage à 50 milliards, donc quelque part, ça va nous faire augmenter tout ça. Pour ne pas prendre le je reviens maintenant sur cette question. Voilà. Pour ne pas prendre le consommateur français pour un con dans ce contexte total d'élargissement de l'offre, évidemment. Alors c'est évidemment les publics les plus fragiles qui peuvent être concernés, touchés en premier, etc. Cette question de la précarisation qui est évidemment dans tous les esprits face dans ce contexte de libéralisation. Alors êtes-vous satisfait par j'imagine que oui, par le chèque énergie face à la fin des tarifs sociaux, etc. Est-ce que ça remplit son rôle d'accompagner, d'amortir ce choc qui a lieu pour le consommateur? Alors, il faut quand même rappeler que les tarifs sociaux dont on a parlé auparavant avaient cette particularité de financer beaucoup plus les gens qui avaient deux énergies que les gens qui n'en avaient qu'une. Si vous aviez l'électricité et le gaz, vous touchiez pour l'électricité et pour le gaz, par rapport à d'autres qui n'avaient pas la chance d'avoir le gaz, et eux, ils touchaient, en gros, vous pouviez toucher 300 € par an quand vous aviez l'électricité et le gaz, quand vous ne pouviez toucher que 120 € quand vous n'aviez que l'électricité. Premier élément, en rajoutant ce qu'a dit Xavier tout à l'heure, vous ne pouvez pas le faire pour le fuel et pour d'autres énergies. Premier élément. Deuxième élément, il ne faut pas oublier non plus que très rapidement, ça aurait été incompatible avec les directives européennes. Les directives européennes disent que la solidarité ne se fait pas entre les consommateurs, mais entre les citoyens. Et donc, ce premier élément, c'était entre les consommateurs. Il faut toujours rappeler ça. Donc, il faut ce débat qui a eu lieu, qui à une époque nous a opposés, moi et la FNCCR, sur ce sujet, très clairement, il est derrière nous. Il faut regarder maintenant ce qu'on a aujourd'hui. On a le chèque énergie qui est plus large, quelque part, mais qui, souffre de quelques complexités. Il faut le dire aussi. Et les complexités, c'est quand même bien lié à notre pays pour une part. La première année, le chèque énergie, c'était une feuille. La troisième année, c'est cette feuille. Voilà. On est fort dans ce pays. Et puis c'est fléché par le fisc. Oui, et la troisième année, on fait même de la publicité pour acheter des voitures électriques neuves à des gens qui ont un revenu de 800, 900 € par mois. C'est de la provocation par rapport à eux, mais c'est plus grave. C'est que quand les gens reçoivent une liasse aussi grande,
ils se demandent ce que c'est. Hein. Donc moi je plaide, j'ai rencontré les services des ministères et la DGEC encore la semaine dernière, je leur ai dit de grâce, ne passez pas 11 feuilles cette année. Hein, parce qu'on ne va pas y arriver. Quoi. En plus, ça va être plus lourd à la pause. Bon, globalement, le chèque énergie remplit son rôle. Donc effectivement, voilà. Une adaptation. Beaucoup de gens ne sont pas au courant de son existence. Aujourd'hui, juste une comparaison. À la fin des tarifs sociaux, il y avait 80% des ayants droit qui les percevaient parce que les croisements de fichiers étaient très compliqués, j'ai oublié de le dire. Ouais. Et aujourd'hui Aujourd'hui, on est à 82-83% au bout de 3 ans. Ça montre quand même qu'on a 20% encore par rapport à un secteur où c'est restrictif. Voilà, c'est le premier élément. Deuxième élément, d'une façon générale, sur la précarité. Oui, effectivement, ce sont ces familles-là qui souffrent le plus aujourd'hui, vous le savez. Pourquoi elles souffrent? D'abord parce qu'elles ont la double peine. Hein, ils sont dans un logement qu'ils n'ont pas pu se payer un logement cher. Hein, et qui est une passoire. Location. Donc, du coup, c'est un des logements les moins bien isolés. On ne va pas dans la deuxième table ronde. Oui. La facture va être plus élevée. Ouais. Donc, voilà, toutes ces questions-là, ils l'ont. Sans parler des problèmes de santé qu'ils ont au bout dans un certain nombre de cas, parce qu'on a bloqué les issues de ventilation, parce que c'est humide, parce que tout ce qu'on veut. Vraiment, on est dans une situation dramatique avec ces gens-là. Et les réponses, c'est le court terme. Xavier a évoqué, moi je le fais dans mon département aussi, le fonds social logement, bien évidemment. Hein, le chèque énergie, c'est le court terme. Mais le long terme, c'est ce qu'on va évoquer dans la deuxième table ronde. Exactement. Alors, Philippe Rive, chez vous, à Dreux, est-ce que les gens sont... Alors, c'est une des villes réputées pauvres de France, hein, dans ces catégories, dans les 20 ou 10, 20, ça dépend des classements, villes les plus pauvres de France, dans les classements 20 à 50 000 habitants, hein, vous me direz si les chiffres doivent être revus. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ça, c'est un vrai sujet, aujourd'hui? Et d'ailleurs, le médiateur est resté modeste, mais vous avez fait une communication sur les coupures qui ont augmenté de 20% au premier semestre. Est-ce que c'est une vraie réalité? Et est-ce que, quand même, on peut responsabiliser ces gens par les usages et par ces nouveaux usages que permettront, effectivement, des services élaborés comme Linky auquel on peut penser, parce qu'on sait exactement où en est sa consommation instantanée. Voilà, double question. Il y a précarité, ils sont perdus par donc ce nouveau contexte, mais est-ce qu'ils commencent à réfléchir en consommateurs, comme quoi ils peuvent mieux responsabiliser leurs propres usages? Oui ou non? Alors, pour répondre à votre question, et pour être très concret sur les chiffres, sur une ville comme Dreux, il y a 30% de nos consommateurs d'électricité qui bénéficient du chèque énergie. C'est absolument énorme. Donc ça corrèle effectivement le fait de la pauvreté aussi de la ville. Maintenant, j'adhère totalement aux propos du médiateur. Lorsque ses clients reçoivent 8 pages, il faut déjà comprendre qu'une bonne partie de ses clients ne sait même pas lire. Ou mal. Enfin, oui, mal dans le meilleur des cas. Hein. Donc on reçoit, comme je vous disais, 2000 personnes par mois. Aujourd'hui, on est une entreprise, ce que personne ne fait, à part les ELD, nous faisons des échéanciers pour ces clients. Sur 15 000 clients, on fait entre 6 000 à 7 000 échéanciers par an. Et on arrive au bout du bout à environ 800 à 1000 coupures par an. C'est énorme. Hein. Ces gens, on les accompagne le plus possible. On siège dans les commissions FSL, comme le disait Xavier. Il faut bien reconnaître qu'il n'y a que les fournisseurs historiques qui siègent et qui contribuent. Il faut aussi le dire. Parce que là aussi, focaliser uniquement sur le prix et dire vous allez gagner 2 ou 3% sur votre facture, parce qu'on dit 10 ou 15, mais la réalité, comme vous l'avez rappelé, est 2 ou 3, c'est un faux problème. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est de former le consommateur et à ce qu'il comprenne les usages de l'électricité. Ça sera impossible de lui expliquer le calcul d'une facture d'électricité. Je défie quiconque d'expliquer le calcul d'une facture. Par contre, s'il sait calculer ce que va consommer son radiateur ou comment il va utiliser son énergie et la réduire, c'est là où il a le plus grand gain. Mais est-ce qu'il le fait? Il ne le fait pas aujourd'hui, puisque aujourd'hui, médiatiquement, on sensibilise uniquement sur le prix. Changer de fournisseur, vous allez gagner. Ils vont en gagner des clopinettes. Le problème, c'est de comprendre comment ils utilisent l'énergie, quels sont les besoins fondamentaux. Ne pas laisser. Un des problèmes, on l'a discuté, enfin je sais avec M. Gobert X fois, quand vous prenez une voiture, vous faites votre plein d'essence. Le plein d'essence, vous le payez avant de rouler. Quand vous achetez une voiture, vous regardez ce qu'elle consomme. Aujourd'hui, le consommateur d'électricité, il consomme, enfin d'énergie d'ailleurs, il consomme, il reçoit la facture, il hurle parce que c'est trop cher, mais il n'a pas prépayé. S'il prépayait, il réfléchirait
et réfléchirait et gérerait son budget. Aujourd'hui, l'énergie arrive après coup et c'est toujours ce qui fait mal. Il faudrait voir si c'est possible d'un point de vue légal. Il y a Xavier, il y a un dernier thème que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est quand même la production locale, verte, décentralisée, etc. Qu'est-ce que ça va changer pour le consommateur? Mais Xavier me rappelait à juste titre qu'il y a des responsables d'associations de consommateurs qui sont dans la salle. Si vous voulez vous exprimer, il y a un micro qui peut tourner. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Alors, est-ce qu'il y a des questions d'ores et déjà ou non? Alors, vous aurez la possibilité d'avoir des questions si vous le voulez à la fin de la table ronde. Alors, on avait pris un peu de retard avec les présentations de départ. On va essayer de rattraper tout ça. Dernier thème, messieurs, de notre table ronde, c'était effectivement aujourd'hui, et je me tourne vers... est-ce que c'est dans la culture d'EDF, même si vous avez de gros investissements dans les ENR. Alors aujourd'hui, demain, on sera de plus en plus dans des contrats, dans une production locale, la plus verte possible, décentralisée. Vous avez vu les propositions de Xavier Pintat d'avoir ce contrat local, en quelque sorte, qui remettrait un peu de stabilité et de régulation. Qu'est-ce qu'on en pense chez EDF ? On est tout à fait favorable à ces propositions qui mettent un peu de stabilité et de visibilité finalement. Mais ça vous ne seriez pas court-circuité en quelque sorte? Ah non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Je pense que les temps changent. Je pense que l'époque où EDF électrifiait le pays, entre guillemets, on n'est plus dans la même donne aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a un acquis historique, il faut en tirer meilleur parti. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est très positif de voir des collectivités locales, en particulier, et c'est plus vrai des collectivités locales, je parle de mon témoignage personnel, que des industriels, par exemple, aujourd'hui, qui sont aujourd'hui, à mon sens, assez peu, ou pas assez engagés, en tout cas, sur ces questions-là. Mais les collectivités, via l'animation des syndicats, souvent départementaux, qui sont quand même des éléments très moteurs sur les territoires, sont des acteurs qui s'intéressent aux questions énergétiques. C'est compliqué, donc on ne sera pas trop plusieurs autour de la table pour arriver à trouver les meilleures solutions, celles qui garantissent d'ailleurs des coûts, in fine, pour le consommateur acceptables. Je pense que ça c'est un point important, mais nous, on n'a pas d'état d'âme là-dessus. Je veux travailler avec les collectivités locales, alors là, ça c'est un peu dans l'ADN de la maison, on n'a aucun état d'âme là-dessus. Aller un peu plus en amont, c'est-à-dire travailler avec les collectivités, ce qui est nouveau là, sur des investissements partagés pour le développement de moyens de production autour des ENR électriques, parlons d'électrique, mais ça peut être vrai aussi en matière de biogaz pour le gaz, ça, bien entendu qu'il faut le faire. C'est un des facteurs d'ailleurs d'acceptation de ces projets-là. Travailler avec les acteurs du territoire. C'est fondamental. Si on veut réussir ces projets-là, à l'avenir, il faut travailler avec les acteurs du territoire. Cette idée de produire et de vendre sa production. Ça, c'est notre métier. On n'a pas d'état d'âme. Oui, mais d'autres que vous, d'autres que nous, oui, voilà, ils sont. Est-ce que ce sera pour le bien du consommateur, pensez-vous? Ça, that is the question, comme disaient les Anglais. Je pense que là, mais là, je n'ai rien de plus à rajouter que ce qui a été excellemment dit par Monsieur le médiateur. Je pense que ça, je pense qu'il faut avoir, le terme de, vision long terme. Vision long terme. Il faut le marteler. Je pense que là, ces domaines sont très lourds en investissement. Coûte de plus en plus cher. On le paye à nos dépens. On ne va pas faire de débat sur le payer aujourd'hui, ce n'est pas le lieu. Mais je vous rejoins sur une partie de ce que vous dites, en tout cas au moins une partie. Je pense mais c'est vrai de d'autres éléments. Tous ces investissements sont très coûteux. Un hectare de solaire photovoltaïque, c'est quand même 1 million d'euros. On ne les sort pas sous le sabot d'un cheval. Donc c'est des choses qu'il faut, des moyens de financement considérables qu'il faudra mobiliser à l'avenir. Et donc tout ça s'organise. Ça se réfléchit et ça ne peut pas se faire avec une seule vision court-termiste. Je pense que ce serait extrêmement dangereux. On parlait des réseaux. Nous aurons besoin de réseaux de très haut niveau, puisque les réseaux ont été conçus pour acheminer l'électricité des grosses usines de production aux clients particuliers, en faisant simplement descendre la tension. Aujourd'hui, nous avons des lieux de production partout sur le territoire, et on n'est qu'au début de l'histoire. Ces réseaux, il va falloir, et nous avons commencé à le faire d'ailleurs, Enedis le fait en grande partie, mais ça a un coût, tout ça aura un coût, et c'est le prix à payer pour avoir une électricité de qualité, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit coupée à tout moment du jour ou de la nuit, et à un prix abordable, parce qu'il y a bien sûr les questions de précarité énergétique qu'on évoquait, il y a la compétitivité économique d'un pays comme le nôtre, qui est également en jeu. Alors, merci à vous. Philippe Rive, pour conclure sur cette, puis après on passera la parole à Xavier Nicolas et au médiateur. Alors, pourquoi vous, finalement, vous avez décidé de vous lancer dans la production? Vous avez aujourd'hui 40 mégawatts, je crois, installés, pour une consommation, ça permet la consommation à peu près pour 50 000 personnes. Alors, vous avez des choses qui sont d'ailleurs pas toujours dans votre territoire, d'ailleurs,
évidemment, parce que vous avez une centrale hydraulique, bon, bah, évidemment, il n'y a pas grand-chose en la matière. En Eure-et-Loire, c'est un peu plus bas. Et puis là, vous avez annoncé de gros projets tout à l'heure sur lesquels vous êtes. Est-ce que tout ça, c'est pour le bien du consommateur? En quoi ça peut être fléché vers vos propres consommateurs? Première question. Et deuxièmement, est-ce que vous croyez vraiment que le consommateur veut de cette énergie propre, décarbonée, fléchée, verte, etc., dans un territoire, on le disait tout à l'heure, qui n'est pas le plus riche de France? Alors, où il y a peut-être d'autres priorités. Effectivement, donc, en tant qu'entreprise locale, nous avons évolué au cours du temps et nous sommes installés sur toute la chaîne de valeur de l'énergie et nous avons, depuis la fin des années 2010, investi dans les énergies renouvelables. Localement, la sensibilité n'était pas très forte, donc nous avons d'abord investi ailleurs en France, dans de l'éolien, dans du photovoltaïque et dans de l'hydraulique. Donc aujourd'hui, effectivement, nous avons 40 MW de production. Néanmoins, on est convaincu qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut innover. Et c'est pour cela qu'on revient sur le territoire fortement avec des projets. Comme je disais, on a 3 projets actuellement sur du biogaz, de la méthanisation, qui créent effectivement des discussions, des débats. Mais bon, c'est très bien du moment qu'on peut factuellement en discuter. Et ces 3 projets permettront de sécuriser de l'approvisionnement en gaz. C'est de l'approvisionnement qui sera fait par de la production locale. De la même façon, en électricité, on est en train d'avoir un très beau projet en étude qui serait là directement production consommateur. J'en viens sur votre point consommateur. C'est-à-dire que lorsque vous avez un projet qui sort de l'électricité à un prix d'environ 60 MW, qui est à peu près le prix actuel, et vous avez un contrat direct producteur-consommateur, ou bâtiment public, ou ainsi de suite, c'est ce que notre entreprise est en train de mettre en place, en produisant, en distribuant et en vendant. Il sera à cet ordre de prix-là. Ouais. Et là, vous avez un prix qui est sur 30 ans. Donc qui est garanti. Sera totalement indépendant de tous les marchés financiers. C'est dangereux parce que qu'est-ce qui se passe? Il ne sera pas. Alors, je vais quand même temporiser parce que je simplifie un petit peu. Il doit y avoir des ajustements possibles quand même. Non, c'est-à-dire qu'il sera indexé, mais pas indexé, il sera indexé sur le coût de la vie. Par contre, cette énergie qui sera produite ne fournira pas intégralement. Il y aura des compléments. C'est-à-dire que la part nucléaire sera aussi nécessaire. On ne va pas fournir 100%. Je ne crois pas non plus à des territoires totalement autonomes. C'est faux de laisser penser ça aussi. Donc c'est un complément entre la réappropriation de la production d'énergie au niveau des territoires et l'existant national. C'est très important. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous joignons nos forces avec Territoire d'énergie Eure-et-Loire. Nous entrons dans la SEM d'énergie régionale créée par les 5 syndicats. Et on en est très heureux. Et je pense qu'on peut amener notre contribution sur ces projets tout à fait novateurs et qui vont protéger le client à court terme de cette financiarisation et de ce millefeuille. Aujourd'hui, souvent je donne cette image, un consommateur, une image alimentaire, il y a quelques années, pour un besoin de nourriture, vous avez besoin de vous nourrir, vous achetiez un McDo qui était juste... C'est pas un bon exemple, ça. Non, je ne cautionne pas ces chaînes-là, mais vous nourrissiez avec un cheeseburger qui avait qu'une tranche. Aujourd'hui, il y a 2 tranches pour le même... Oh, il y en a 4, vous avez un max... je ne suis pas sûr que ce soit très très bon pour votre santé, ça. Voilà, non. Mais le marché de l'énergie, c'est comme ça aujourd'hui. Ouais. Vous avez en face de vous un millefeuille que vous ne comprenez plus et que vous ne pouvez plus ingurgiter et qui, au bout du compte, vous coûte beaucoup plus cher. Eh ben, c'est un peu l'équation McDo, ça. On va le garder pour nous, ça. Alors, merci pour ces précisions. Eh ben, Xavier, et puis après, je voudrais, pour conclure sur cette table ronde, est-ce que c'est le principe de solidarité qui peut être mis à mal, quand même, Monsieur Gaubert, je vous poserai la question. Alors, rappelez-nous un peu les enjeux, les enjeux et en quoi vous pensez-vous que ça sert le consommateur, la stratégie de votre syndicat en matière de production d'énergie verte. Alors, il y a plusieurs raisons, mais avant de vous répondre, je voudrais peut-être rappeler quelques fondamentaux sur la situation de l'énergie électrique. Ça a été dit par Xavier Pintat tout à l'heure, l'énergie électrique, on ne peut pas la comparer aux autres énergies. Elle a quelque chose de très particulier, c'est qu'elle est indispensable au fonctionnement de la société, au fonctionnement de notre vie quotidienne. Il faut bien penser que si on manque de gaz pendant quelque temps, au pire, on n'a plus de chauffage. Bon. Mais voilà, il y a l'inertie de la maison, on va s'en remettre. C'est une coupure de quelques heures, quelques jours. Bon. C'est une coupure d'électricité. Oui, c'est la lumière, oui. C'est la lumière, c'est l'industrie, c'est le téléphone. Il n'y a plus de télécom. Aujourd'hui, le téléphone, il fonctionne à travers les réseaux informatiques. Il n'y a plus d'informatique, il n'y a plus d'ascenseur, il n'y a plus de transport.
Il n'y a plus de métro, il n'y a plus de train, voilà. Il n'y a plus rien. La société s'arrête. Bon, on est d'accord. Alors, à partir du moment où on est d'accord, ça a des conséquences. C'est que, là je parle par rapport à notre premier métier, qui est notre métier, je sais que tu tiens à ce qu'on respecte bien le timing, et tu as raison, Arnaud, mais on a besoin d'avoir, et ça c'est notre métier de réseau, d'avoir une bonne qualité de réseau électrique. Parce que toutes ces injections, on a un réseau qui jusqu'à présent était un réseau qui servait à distribuer. Maintenant il va distribuer et on va devoir injecter aussi. Il va devoir fonctionner dans tous les sens et on avait les grands réseaux de transport d'RTE qui amenaient à la production. Oui. On va avoir maintenant nos réseaux à nous, parce que je le rappelle aussi que les réseaux de distribution sont la propriété de nos syndicats d'énergie. Donc tout ce qui est moyenne tension et basse tension. Moyenne et basse tension, en dessous de 50 000 volts. Et donc ces réseaux-là, qui étaient des réseaux plutôt terminaux, vont devenir aujourd'hui des réseaux extrêmement actifs, puisque c'est eux qui vont gérer toute cette distribution électrique. Et nous avons besoin, avec notre concessionnaire Enedis, d'être assez ambitieux en termes d'investissement. Ça fait partie des discussions d'ailleurs que nous avons, et dès cet après-midi d'ailleurs nous poursuivons nos discussions pour le prochain contrat de concession. Nous devons mettre la barre assez haut pour assurer cette qualité de distribution électrique. Ceci étant posé, la production. Mais s'il n'y a pas de réseau, la production ne sert à rien. Hein. Mais ceci étant posé, la stratégie... Il faut que les électrons circulent. Et en quoi ça sert le consommateur, vous pensez? Alors, la production, maintenant, elle se décentralise parce que nous avons effectivement nos moyens de production verte locale. Elle va servir le consommateur parce que, ça a été dit, Jean, tu l'as dit, avec le nucléaire de demain. C'est vrai qu'on a aujourd'hui le nucléaire historique, la Reine, qui est à 42 € le mégawatt, mais tu as parlé de 100, 70, 100, 110, 120, on verra bien. Ça ne va pas servir le consommateur. Je veux dire, hein. On voit que le prix de l'électricité a tout de même pris 30% en 10 ans, même si on reste encore un des moins chers d'Europe. Bon. Mais je disais tout à l'heure que nos grands parcs photovoltaïques, d'ailleurs Philippe, tu viens de le rappeler, on parle de 60 €. Hein. On parle de 60 €, ça veut dire qu'on est plus cher que le nucléaire historique, la Reine, et encore avec grand carénage, la Reine, il va grimper. Jean-Bernard Lévy nous disait à Nice, ça fait 10 ans qu'il n'a pas bougé, il revendique une évolution. Et puis le prix de marché aujourd'hui, dans les 60 justement, on est à combien aujourd'hui en prix de marché? 55, on est pas loin, voilà. Donc alors, on va être compétitif. On va être compétitif avec nos parcs locaux. Ouais. On va être compétitif. Donc là, on va servir le consommateur. Deuxièmement, Philippe disait, il y a des boîtes qui vendent à perte. Mais ça, on connaît ça, hélas, dans le monde du business. Elles vendent à perte pendant un certain nombre d'années. Et puis finalement, le but n'était pas de gagner de l'argent, c'était de se revendre à un géant pour que lui fasse, quelque part, il achète un portefeuille de clients. Nous, on n'est pas dans cette logique. Nous sommes un établissement public. Moi, je n'ai pas d'actionnaire à rémunérer. Et un établissement public ne sera jamais à vendre à un grand groupe, quel qu'il soit. Donc, la totalité de ce que nous produisons sert la collectivité. Alors, un petit mot, si vous voulez préciser peut-être le regard de l'électricien, et après j'aimerais bien qu'on conclue avec Jean Gobert cette table ronde. Un petit mot, Jean-Paul. Oui, ouais. je crains d'embrouiller encore un peu, mais quand même, ce n'est pas le moindre des paradoxes. Vous parlez du prix de marché de gros d'électricité à 55-60 €. Il ne faut jamais perdre de vue que dans l'état actuel des choses, il est fixé par le coût des énergies carbonées. Oui, il y a un panier, c'est ça? Un panier, non, oui. Oui, c'est ça. Ce qui fixe le prix du marché de gros, c'est le gaz ou le charbon, aujourd'hui, il faut le savoir. Oui. Donc, on sait pas le moindre des paradoxes de la situation que nous vivons. Et avec l'augmentation de la taxe carbone, qu'est-ce qui va se passer alors? Ah ben, ça va toujours dans le même sens, évidemment. Voilà. Mais ça pénalisera les énergies carbonées. Ouais. Alors, on va conclure avec vous, Jean Gobert. Quand je vous ai eu au téléphone, vous m'avez dit, tout ça c'est bien beau, effectivement, bien sûr, c'est dans le sens de l'histoire, etc. Dans les deux sens, avec l'autoconsommation, évidemment. Mais vous me disiez, attention à ce que tout ceci n'aille pas à l'encontre du principe de solidarité. Oui, non, mais je crois qu'on l'a déjà évoqué. Xavier, les deux Xavier, pardon. Oui, c'est vous, monsieur. Oui, d'accord. Très bien, votre sonnerie, j'aime beaucoup.
Ah, vous savez, il faut se méfier des offres des opérateurs. Hein, vous savez. Peut-être que par derrière. Vous savez, c'est le gars qui avait attaché son cheval aussi à la porte du bistrot et le cheval il a trouvé que c'était trop long. Voilà, vous avez connu ça. Alors, la solidarité. Dans vos régions. Oui, pour conclure. Effectivement, très sérieusement, je crois que ça a été dit par les deux Xavier déjà en ouverture. La vraie question qu'on a par rapport à tout ça, c'est comment la solidarité indispensable pour faire société. Faire société, c'est aussi faire solidarité. Comment elle s'exerce dans tout ça? Dans un marché tel qu'on le décrit aujourd'hui, avec encore des éléments qu'on n'a pas évoqués, avec aussi beaucoup d'éléments qui faussent le vrai marché d'une certaine façon. La reine en particulier fausse le marché, on y reviendra si quelqu'un... Parce que je vais quand même dire juste un mot. La reine, c'est un truc assez extraordinaire, assez régulé à l'énergie nucléaire historique. Ils étaient malins, les gars. Ils n'ont pas voulu de l'autre d'après. Historique, celle qui était faite avant 2010. Ça veut donc dire que EDF tient à disposition des candidats de l'électricité historique à 42 € quand ils en veulent. Quand ils n'en veulent pas, EDF, qu'est-ce qu'il en fait? Ça va bien que c'est une entreprise publique aujourd'hui encore à 85% de capitaux publics. Si c'était une entreprise privée, j'ai dit ailleurs, jamais EDF n'accepterait ça. Jamais EDF n'accepterait d'avoir des centrales nucléaires au cas où le prix serait plus cher. Parce que quand le prix est plus cher, on arrive en courant, on en veut, on en a pas assez. Quand le prix est moins cher, on dit à EDF, t'as qu'à la garder ton électricité. C'était le cas il y a quelques années. Voilà, on a connu ça pendant 2 ou 3 ans. Je le dis, c'est un système qui doit trouver une solution. En particulier, je crois que c'est ce qu'on appelle le système des tunnels, c'est-à-dire en gros, tu veux 100 les années où ça va pas bien, où tu en as besoin, tu dois en prendre 50 des années où ça va bien au minimum. Si on ne fait pas ça, à un moment, ça ne sera pas. Actuellement, sur ce point-là, EDF est l'entreprise qui permet aux autres de continuer de vivre quand ça va mal. Voilà, premier élément. Deuxième élément, vous avez évoqué quelque chose tout à l'heure qui est très important, c'est effectivement quelle est la finalité de tout ça. On a un bel exemple aujourd'hui, en France, Direct Énergie. Direct Énergie, une entreprise qui a été, on peut le dire, elle a été fondée par 3 ou 4 personnes. Pionnières, très pionniers. Ils ont contribué à... moi, je ne porte pas de jugement. Ils ont contribué à animer le marché. Ils ont mis le pied dans la fourmilière. Y compris avec certains esprits de cow-boy, d'une certaine façon. Ils ont mis le pied dans la fourmilière. Je leur ai dit très clairement. Bon, ils se sont vendus il y a 1 an à Total. Bon, qui a gagné dans tout ça? Total a acquis quelques centaines de milliers de clients directement. Et surtout, les 3 actionnaires principaux de Direct Énergie. Qui d'ailleurs, il y en a un qui va faire un musée de ce temps-là. Enfin, ils n'ont pas ménagé leur peine. Ah mais non, tout à fait. Mais quelque part, il y a beaucoup de gens qui seraient d'accord pour mettre la peine qu'ils ont mis pour le rapport qu'ils ont eu. Voilà, il faut quand même le rappeler. Mais ça montre bien quand même qu'au moment où on est à parler de solidarité, eh bien, il y a des gens qui font des coups sur le marché. Et est-ce que, ça a été dit par tout à l'heure, l'électricité est quand même un bien universel, je ne vais pas revenir, mais je disais tout à l'heure, j'étais dans un colloque il y a 4-5 ans, et c'était le débat des nouveaux qui nous expliquaient que les réseaux électriques, aucun intérêt, l'intérêt c'était maintenant les réseaux numériques, et que donc voilà. Et j'aurais dit, écoutez, très bien, mais je vous coupe l'électricité, vous faites comment? Vous pouvez même plus téléphoner pour dire que vous n'avez pas d'électricité. Si vous êtes comme a dit, voilà. Bon, je crois qu'on a la réponse. On a besoin d'une solidarité sur les territoires entre les uns et les autres. On a besoin des Vous n'êtes pas dans les zones les plus reculées de ce pays, mais allez dans le fond du Massif central, allez dans les contreforts de certaines régions encore. Comment j'ai souvent cité un exemple. Demain, on dérégule tout. On met en concurrence à Lyon. Ils auront un prix intéressant. Mais que fait la Haute-Loire, à 70 km de Lyon? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas plus mauvais en Haute-Loire. Le seul problème, c'est que les conditions de distribution sont beaucoup plus compliquées, et l'été et l'hiver, qu'ils ne sont à Lyon. Donc, à un moment, si dans un pays qui veut faire, je reprends l'expression, faire société, si on n'est pas capable de défendre des solutions de solidarité, à condition qu'elles soient efficaces, l'efficacité nécessaire, à condition que ce soit efficace, je crois qu'il vaut mieux dire qu'il n'y a plus de société, quoi. Bon, parfait. Allez, on va les applaudir tous les 4. On y associe Xavier Pintat et Madame la préfète. Alors,